Salut tout le monde, nouvelle analyse de portefeuille d'un abonné. Donc on va regarder quelles actions il a en portefeuille, quelle est sa situation, ses objectifs, sa stratégie et en quoi elle est peut-être différente de la mienne. Et je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis c'est juste mon avis ou bien des remarques générales. Donc alors sa situation, donc d'où vient l'argent? Alors c'est un ingénieur de 34 ans, il a acheté sa maison en 2021, il lui reste 22 ans de crédit, donc il aura fini de rembourser au max à 56 ans. Et lorsqu'il a revendu son dernier appartement, il a eu le choix de placer 200 000 euros soit dans son prêt, soit autre part. Et il a choisi la bourse car son prêt avait un taux de 1,2% d'intérêt. Et donc il a placé 155 000 dollars sur le compte titre qu'on va avoir, 30 000 sur un PEA, 10 000 dans un fonds de collection d'un ami, je sais pas ce que c'est, et 10 000 en épargne de secours. Et pour ses objectifs, juste avant de passer au contenu de son portefeuille et à sa stratégie, donc son objectif est de se familiariser un maximum avec l'investissement en bourse, revendre un logement locatif en 2027, Pinel oblige, pour réinvestir 150 000 euros de plus et commencer à pouvoir vivre un peu plus serein sans avoir peur d'un licenciement ou d'un coup dur. Mon objectif serait d'arrêter de travailler en 2030, la veille de mes 40 ans, avec 1 million en bourse. Et il m'a aussi dit qu'il visait une performance de entre 10 et 15% par an pour atteindre l'indépendance financière. Donc là, il a 34 ans, ça voudrait dire qu'il veut arrêter de travailler dans 6 ans. Dans 6 ans, sachant qu'il a donc... là, il a à peu près 200 000 euros, dont 200 000 euros, on va dire, investis en bourse, quasiment la totalité. Et dans 3 ans, il aura 150 000 euros de plus, et il m'a dit qu'en ce moment, il ne pouvait pas investir régulièrement tous les mois, donc on va considérer qu'il n'y a que ça. Donc ça fait 350 000 euros investis, donc ça voudrait dire faire presque x3 sur le montant investi sur les 6 prochaines années, sachant qu'il y a presque la moitié de l'argent qui sera investi que dans 3 ans. Donc je veux toujours rester encourageant et voilà, que les gens atteignent leurs objectifs, mais je veux pas non plus donner d'attentes irréalistes. Là, arriver à 1 million pour dans 6 ans, c'est possible, mais je pense qu'il va falloir un apport d'argent supplémentaire. Donc que ce soit via d'autres opérations immobilières, je sais pas, pourquoi pas achat-revente, j'en sais rien, ou via des investissements en plus des revenus du travail, quoi. Mais en tout cas, s'il n'y a que ce montant-là investi, viser 1 million en bourse dans 6 ans, ça fait court et ça fait une performance qui serait bien supérieure à 15% par an, hein. Et en plus, il y a le risque que ça incite à avoir des stratégies avec plus de risques, ce qui peut être contre-productif. Mais après, voilà, si l'objectif n'est pas atteint à la date voulue et qu'il est atteint un petit peu plus tard, bah, c'est pas grave, ce qui compte c'est de progresser dans la bonne direction. Mais voilà, je pense qu'il faut être patient et pas tomber dans le piège d'adopter des stratégies avec plus de risques parce qu'on a envie d'accélérer et parce qu'on s'est mis une deadline, quoi. Je pense que là, ça peut être peut-être un danger. Et après, il y a d'autres manières d'accélérer. Bon, pour moi, le plus pragmatique aujourd'hui pour atteindre cet objectif du coup de liberté à 40 ans, c'est d'avoir un business en ligne à côté. Si on a un objectif de liberté court terme, c'est ce qui me paraît le plus rationnel. Et combiner un petit business en ligne avec des investissements, je pense que c'est le meilleur moyen de gagner rapidement sa liberté. Et je te souhaite d'y arriver. Et maintenant, on passe au contenu du portefeuille et à sa stratégie. Alors, au niveau des actions, donc on voit qu'il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc portefeuille très diversifié, il y a aussi un ETF indici avec 10 000 euros dessus, et ça c'est un ETF S&P 500 avec 13 400 euros dessus, et le reste c'est des actions. Globalement, on va pas passer sur chaque action parce qu'il y en a un paquet. Globalement, j'ai l'impression que c'est des actions dites de qualité. Airbnb, Applied Materials, Amazon, il y en a quelques-unes que je connais pas. Booking, Cadence Dance System, Copart, je crois que c'est ça, Crocs, Fortinet, Google, Lululemon, Mastercard, Manhattan Associates, j'avais fait une petite vidéo dessus, je la trouve, j'ai toujours trouvé trop cher depuis que je l'ai repéré. Marriott, j'en avais parlé vite fait aussi. Medpace Holdings, Meta, MSCI, Microsoft, Netflix, Nvidia. Ça, OZK, ça doit être Bank of Ozark, je crois. Pool, Qualys, Hermès, Ulta Beauty, Visa. Et si on regarde où est-ce qu'il a le plus d'argent, sa première position, c'est Google, 18 000 euros sur Google. Donc j'imagine une grosse conviction particulière sur Google, avec un prix moyen à 160. Ensuite, donc il y a l'ETF S&P 500 qui arrive à 13 400. Et Meta, 12 500 sur Meta, à un prix de 474. Et Microsoft, 12 400 aussi. Pool, je connais pas.
12 500. Ah, et Visa, j'avais pas vu. Ah oui, première position, c'est Visa, 21 500, à un prix moyen de 265, comme moi. Et point positif qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est que des actions rentables, que des actions avec de la croissance, que des actions qui sont peu endettées, ou en tout cas à quelques exceptions près, peut-être que je connais pas. Donc déjà rien que ça, sans rentrer dans le détail, je pense que ça permet d'éviter les plus grosses erreurs, disons. Et d'après Charlie Munger, il vaut mieux faire en sorte d'éviter les grosses erreurs, quoi, pas faire de grosses conneries, plutôt que d'essayer d'être un génie. Donc voilà, je pense qu'éviter les grosses erreurs, c'est déjà le principal. Donc ça, c'est plus pour l'aspect qualité. Après, sur l'aspect valorisation, je vois que je suis pas du même avis pour tout. Je suis du même avis, par exemple, sur Booking, j'ai acheté à ce prix-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, il y a certains cas où j'ai pas fait l'analyse, hein, donc je sais pas. Fortinet, je suis d'accord, on a acheté à peu près au même prix. Lululemon, je me suis pas mal posé la question. Peut-être que je regretterais de ne pas avoir acheté. On verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et sur la deuxième page, je suis du même avis pour Visa où j'ai le même prix. Et il y a aussi Ulta où j'ai pas mal hésité à acheter. Et là pour le coup, tu as eu le plus bas du plus bas, en tout cas depuis maintenant 2021. Et aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est à 400. Donc peut-être que je regrettais de ne pas avoir acheté. En tout cas, niveau valorisation, je pense que 325 c'est bien. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'il choisit ses actions. Donc ce qu'il m'a dit de sa stratégie. Alors il me dit je mise à fond sur Graham, donc je n'ai pas précisé mais il est membre sur mon site. Un petit peu d'analyse technique aussi avec approche de résistance, bande de Bollinger essentiellement. Ça, l'analyse technique, c'est quelque chose que je fais pas, mais je pense pas que ce soit complètement bidon. Je pense qu'il y a pas mal de trucs bidons, mais je pense quand même de base, c'est on va dire une traduction graphique de la psychologie des participants. Mais c'est plutôt que je trouve que l'intérêt quand on fait de l'investissement à long terme, il est limité et que le fondamental suffit. Donc c'est pour ça que j'en fais pas. Mais après pour moi, tant que la base de l'analyse, c'est une analyse fondamentale, après si on veut s'amuser avec l'analyse technique dans un second temps, on fait ce qu'on veut, pourquoi pas. Et deuxièmement, alors, il va acheter une action s'il y a eu une petite correction. J'entends par petite correction quelque chose entre 8 et 20% par rapport au plus haut historique. Et là, je me mets une position très faible, 2000$. Ensuite, option 1, ça se retourne assez vite et tant mieux. Option 2, ça baisse encore de 4 à 8%. Je remets 2000$ et ainsi de suite jusqu'à ce que ça remonte. Pour l'instant, je n'ai pas eu de période d'attente trop longue, 2-3 mois en moyenne. Exemple, je peux te citer l'exemple d'Apple qui a chuté de février à avril. J'ai pris des positions de 187$ à 164$ pour tout revendre à coût de 2000$ entre 184 et 200. Et donc j'ai fait plus 2000$ de plus-value au total. Pareil pour Adobe, j'ai pris des positions entre 490$ et 450$ pour tout revendre à 525$ après les résultats du 12 juin pour une plus-value totale de 1400$. Je suis conscient que ce n'est pas tout à fait ta méthode qui consiste à acheter puis garder à vie, mais j'ai besoin de ce côté satisfaisant et rassurant d'encaisser des gains petit à petit. D'ailleurs, si je n'avais jamais rien vendu, je serais dans une meilleure position que celle d'aujourd'hui. Je reste quand même largement investi, mais je préfère prendre des petits gains et diminuer mon investissement pour pouvoir réinvestir plus tard en cas de correction ultérieure. Alors ça, prendre des petites plus-values régulièrement pour la satisfaction psychologique, c'est quelque chose que je fais pas parce que le problème, c'est que c'est au détriment de la performance globale. Là-dessus, je considère qu'il y a un choix à faire. Si on veut faire 10-15% par an, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en faisant beaucoup d'opérations comme ça, en prenant des petites plus-values, ce qui est sûr, c'est qu'on réduit ses chances d'avoir une haute performance et on va réduire sa performance moyenne long terme. Surtout qu'en plus, ces plus-values-là, elles sont taxées, donc ce qu'on réinvestit après, c'est inférieur à ce qu'on avait à la base. Donc, ouais, il faut être conscient de ça, que c'est au détriment de la performance et donc du gain réel final. Et il y a un choix à faire pour moi entre le désir de performance, donc d'enrichissement maximum, et le désir de satisfaction psychologique en ayant des petites rentrées d'argent concrètes à court terme, quoi. Ce qui fait le gros de la performance, c'est de laisser les entreprises faire croître leur valeur intrinsèque. Et je considère que si j'ai une entreprise qui est bien, qui est de qualité, qui n'a pas de problème particulier, qui continue à croître de trimestre en trimestre, d'année en année, qui ne comporte pas de risque particulier parce que, je sais pas, il n'y a pas de dette, les marges sont élevées, il y a toujours un moat, etc. Je sais que la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. Donc voilà, pour ça que je ne suis pas partisan personnellement de faire beaucoup d'opérations comme ça. Et la quasi-totalité, en tout cas la plupart des meilleurs investisseurs, c'est ça qu'ils font, c'est une stratégie buy and hold. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça.
Donc voilà mon avis sur ce point-là. Et puis aussi parce que tout simplement, plus concrètement, souvent tu vas prendre une plus-value, mais l'action elle va continuer, elle va encore prendre 10%, 20%, 50%. Par exemple, typiquement, heureusement que j'ai pas vendu Meta quand c'était à 300, à 400, parce que le gros de ma performance, bah, c'est justement le fait d'avoir gardé Meta depuis 2022 et de pas y avoir touché. Et bah, c'est ça qui fait toute la différence, quoi. Donc voilà, et dernier point de sa stratégie, donc il me dit qu'il utilise l'effet de levier entre 110 et 120% de son compte. Et ça aussi, c'est quelque chose que je refuse de faire. Et c'est une règle qui est claire dans ma philosophie d'investissement, c'est j'utilise jamais l'effet de levier, pour plusieurs raisons. Donc la raison principale, c'est simplement que quand tu as l'effet de levier, tu peux te faire liquider ou avoir un appel de marge. Et donc tu peux perdre beaucoup, voire tu peux tout perdre. Et certes, tu peux te dire que tu vas mettre un tout petit peu de levier et que du coup ce sera pas très risqué. Mais n'empêche que ça crée une probabilité qui avant n'existait pas, qui avant était nulle. Ça te crée cette probabilité. Et pour moi, ça vaut pas le coup, quoi. C'est un risque qui vaut pas le coup, puisque même s'il a une probabilité faible de se produire, c'est un événement qui, pour le coup, s'il se produit, serait vraiment grave. Donc voilà, je considère que le risque n'en vaut pas la chandelle. Et deuxième problème, c'est que souvent, je pense qu'on commence en se disant qu'on va mettre un tout petit effet de levier, comme ça, c'est pas très risqué. Sauf qu'on se dit, ouais, bah en fait, c'est pas assez, ça sert pas à grand chose, donc je vais augmenter un petit peu d'effet de levier. Et je pense que, comme ça, de fil en aiguille, on met le pied dans un engrenage qui me paraît assez dangereux, et donc je préfère me mettre simplement la règle, jamais d'effet de levier, plus simple. Je pense aussi que ça ajoute du stress, ça réduit la sérénité, c'est peut-être plus dur de prendre des décisions d'investissement rationnelles, et l'effet de levier, c'est très facile à vivre quand le marché est haussier, quand tout va bien, mais imagine avoir de l'effet de levier quand il y a 2008 qui se produit. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ils sont auto-liquidés eux-mêmes en fait, tellement il y a de quoi paniquer si t'as de l'effet de levier dans ce genre de situation-là. 2008, 2000, 2020, 2022, 2000 tout court d'ailleurs aussi, 1987. Des moments comme ça qu'on va connaître dans une vie d'investisseur. C'est très rare certes, mais par contre ce qui est sûr à 100% c'est que ça va arriver à un moment donné, voire à plusieurs moments quand même dans une vie d'investisseur. Et donc, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut payer le prix d'avoir fait de l'effet de levier, quoi. Donc voilà pourquoi est-ce que personnellement je ne touche pas à l'effet de levier. Et il y avait un dernier point qui m'a dit, certaines actions descendent tellement, comme Pool, Adobe, Lululemon notamment, qu'au bout de 5 recharges, je n'arrive plus à investir dessus, alors que je devrais justement. Il y a aussi des moments comme le 5 août, où tout se pète la gueule et je suis incapable d'acheter, je n'arrive pas à me sortir de la tête que c'est le début d'une crise terrible, alors que quelques jours plus tard, tout est oublié. Et ça, bah, je considère que c'est la difficulté numéro un en fait en investissement en bourse, c'est l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, et c'est ce qui va faire que certains arrivent à se démarquer. Ceux qui ont les meilleures performances, c'est ceux qui seront capables d'investir le plus agressivement quand le niveau de pessimisme est au plus haut. Ça demande d'aller à l'encontre de ces réflexes humains primitifs, naturels, et donc de contrôler ses émotions. Et ça, je pense que c'est une minorité de gens qui arrivent à le faire, même une très faible minorité, j'ai l'impression. Mais l'avantage, c'est que déjà, ça s'apprend. Déjà, la première étape, c'est d'avoir conscience du phénomène. Une fois qu'on a conscience qu'il y a ce phénomène, au moment où il se produit, on peut le reconnaître. Et du coup, savoir que c'est nos émotions, donc l'amygdale, la partie qui gère les émotions dans le cerveau, qui traite l'information, et on peut reprendre le contrôle avec le cortex préfrontal pour justement retourner le truc et le transformer en une force, puisque au moment où on reconnaît qu'on a eu cette réaction de pessimisme extrême en mode c'est la fin du monde, l'action va à zéro, etc., du coup on peut se dire si j'ai ressenti ça, c'est qu'il y a quand même une probabilité assez élevée pour que ce soit justement un bon moment pour acheter. Et à l'inverse, si on a une action qui explose complètement, qu'on voit que tout le monde se rue dessus, et que nous on commence à avoir le réflexe émotionnel de vouloir suivre le groupe et d'avoir l'impression de rater quelque chose, bah à ce moment-là, si on a conscience de ce phénomène et qu'on a suffisamment de self-awareness pour reconnaître le pattern, alors on peut justement voir ça comme un signal de il faut surtout pas que j'y aille. Et il y a plusieurs choses qui peuvent aider à mieux gérer ces situations. Déjà, bah, le fait de bien connaître les entreprises dans lesquelles on a investi, savoir pourquoi on a investi dedans, ça permet d'être plus confiant en cas de baisse, avoir une idée approximative de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ça aide aussi d'avoir d'autres investisseurs sérieux avec qui discuter de ça. C'est pour ça en partie que j'ai créé une communauté d'investissement privé. Et ensuite, ce qui aide, je pense que c'est juste l'expérience. J'ai eu de la chance de commencer à investir tout début 2022, donc pendant une grosse phase baissière où à un moment donné, je crois que j'étais divisé par deux. Et donc une fois que tu as vécu ça, bah, t'es habitué. Après, tu as un autre biais, c'est que tu as tendance à penser que ça va réarriver plus souvent que ça n'arrive, mais c'est un autre problème. Mais au moins, ça aide pour les futurs marchés baissiers ou futures corrections. Donc voilà pour l'aspect psychologique. Et il m'a aussi envoyé sa performance pour l'instant.
Donc ça, c'est depuis... ah oui, c'est récent, donc c'est depuis le 15 avril 2024. Donc bon, c'est un horizon de temps qui est très court, mais pour l'instant, il est au-dessus du S&P, et ça doit être le Nasdaq. Donc espérons que ça continue. Après, attention quand même au cas où, à pas tirer de conclusion de performance court terme. Là, ça fait que 5 mois, donc pour l'instant, on ne peut rien conclure. Et je pense que j'ai fait le tour de ce qui était intéressant sur ce portefeuille. Donc dites en commentaire ce que vous pensez de sa stratégie d'investissement et de ses choix d'actions. Et en restant bien sûr dans une démarche positive, puisque l'investissement c'est un processus vertueux, on est là pour progresser. Donc s'il vous plaît, soyez sympathique avec les personnes qui partagent publiquement leur portefeuille. Et puis pour terminer, si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!